Si ça reste quelque chose de stable, cette tripolarisation, ça veut dire que demain, vous pouvez avoir, je sais pas moi, Édouard Philippe élu président de la République, qui se retrouve avec peu ou prou le même hémicycle, et moi, Édouard Philippe, nouveau Bonaparte, eh bien, je me retrouve avec, en fait, les pouvoirs de René Coty. Il est constitutionnaliste et maître de conférences à l'université Panthéon-Assas. Aujourd'hui, Benjamin Morel est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, ça fait Avec plaisir. plaisir. Et puis en plus, en ces temps un peu compliqués, Un ça peu doit être... un tantinet, oui. Ouais, ça doit être un peu chargé, votre agenda est assez chargé. Benjamin Morel, on a besoin un peu de vos lumières. En tant que constitutionnaliste notamment, on a un parlement qui est bloqué. On a un gouvernement qui est censuré à de multiples reprises. Et on a un président, on va dire, plus isolé que jamais. La question, c'est est-ce que notre système politique est en train de planter ? Alors, en grande partie, oui. Alors, souvent, on pose la question, crise politique, crise de régime. En fait, si on veut comprendre la crise de régime, il ne faut pas penser que la crise de régime est liée à une mauvaise constitution. Prenez la constitution italienne, elle est objectivement assez dysfonctionnelle, mais le régime tient. Si vous prenez la fin de la 4e République, on aime à dire, parce que la 4e République était mal conçue, nécessairement elle est tombée. En fait, la construction de la 4e République, elle n'est pas si mal foutue. Mais à partir de 1956, on a un gros problème. En fait, on en a deux. Le premier problème, c'est qu'on a la guerre d'Algérie. Et donc, on a un problème majeur qu'on n'arrive pas à régler. Le deuxième problème, c'est qu'on a un hémicycle bloqué. À l'époque, il y a 25% de communistes, on ne peut pas s'allier avec eux parce que, à partir de 1947, à cause de la guerre froide, ils sont hors tout système d'alliance. On commence à avoir une montée de l'extrême droite de l'époque, ce qu'on appelle les poujadistes, qui sont 8%. Et de l'autre côté, vous avez 4,5% de gaullistes avec qui on ne peut pas s'allier parce que De Gaulle ne veut pas. Ça fait que vous avez un hémicycle ingouvernable et que vous n'arrivez pas à trouver de sortie à la crise. Aujourd'hui, vous faites le total l'AFI plus RN, c'est 37,5% de votre hémicycle aussi. Je ne fais pas le parallèle entre ces partis en disant c'est la même chose que le PC et les poujadistes de naguère, mais ce qui compte, c'est qu'on ne peut pas s'allier avec eux dans des perspectives gouvernementales. Et donc vous gouvernez sur une minorité de votre hémicycle, et à côté de ça, vous avez 2-3 problèmes à régler, géopolitique, dette, etc. Et une crise de régime, c'est quoi ? Vous êtes dans une souricière et vous cherchez la sortie. Vous faites tomber des gouvernements, ça ne marche pas. Vous faites une dissolution, on y reviendra peut-être. Actuellement, ce que donne une dissolution, a priori, c'est qu'il n'y a pas plus de majorité. Vous décidez de faire démissionner le chef de l'État, ok, pourquoi pas, mais ça ne vous aide pas à avoir un budget. Et derrière, vous changez de république, mais au fond, votre crise est politique. Ce qui sauve, entre guillemets, la situation en 58, c'est pas d'abord la constitution de la Ve République, c'est le retour de De Gaulle. Élection en 1958, les communistes s'effondrent en siège, les poujadistes disparaissent, les gaullistes arrivent au pouvoir. Et là, tout d'un coup, vous arrivez à gouverner. Aujourd'hui, on a un hémicycle coupé en 3, on a une opinion publique également coupée en 3, et on n'arrive pas à gouverner avec ça, on n'arrive pas à surmonter la crise, c'est ce qui nous arrive, et ça, malheureusement, nouvelle constitution, nouvelles élections, il n'est pas sûr que ça règle vraiment notre problème. Et la question, pourquoi en fait on est en crise politique et surtout à qui la faute ? Est-ce que c'est la faute des responsables politiques, des élus, des ministres, du président de la République, ou alors effectivement c'est véritablement les limites de notre système politique aujourd'hui ? La constitution de la 5e, elle a bien des mérites sans doute, mais elle ne permet pas de se dépatouiller de cette situation. Alors, il ne faut pas trop lui en vouloir, parce que quand vous gouvernez sur un tiers de votre hémicycle, et aujourd'hui, Sébastien Lecornu, au final, il y a à peu près un tiers de l'hémicycle qui peut ne pas le censurer. Pas plus. Je ne parle même pas de ceux qui le soutiennent, parce que là, c'est rikiki. Et donc, dans ce cadre-là, ça ne marche pas avec la constitution de la 5e, et ça ne marcherait pas plus avec celle de la 4e, de la 3e, de l'Allemagne, de la Suisse ou du Népal. Vous ne tenez pas sur une minorité de votre hémicycle, comme à la fin de la 4e République. À côté de ça, vous avez un chef de l'État qui, en effet, a du mal à jouer le jeu des régimes parlementaires. C'est-à-dire qu'aurait fait un président allemand, italien, après les dernières élections ? Il aurait peut-être appelé la gauche, il aurait dit Madame Castet, je ne vous nomme pas, mais apportez-moi une majorité absolue. Apportez-moi, la majorité absolue, c'est 289 députés. Apportez-moi 289 députés, faites un programme avec eux, et ensuite, mettez-vous d'accord sur un casting, et je vous nomme. Lucie Castet serait peut-être revenu en disant, écoutez, j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave, on passe à quelqu'un d'autre, on serait peut-être arrivé à Michel Barnier, mais on aurait construit une majorité, un programme de gouvernement, et ensuite, ça pouvait être stable. Ça, il ne l'a pas fait. Et il refuse toujours de le faire, ce qui crispe un peu plus le système. Donc il y a une responsabilité du chef de l'État, il y a une responsabilité des partis politiques, mais il faut bien comprendre que les partis, ils sont mus par deux choses. D'abord, ils sont mus par la position de leurs électeurs.
Et les électeurs sont très ambivalents là-dessus. Quand vous prenez les enquêtes, les électeurs disent non mais regardez, ces hommes politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, vraiment c'est du grand n'importe quoi, nous on voudrait du consensus, du compromis. Par contre, quand vous prenez les enquêtes d'opinion, l'électeur socialiste, il veut bien du compromis, hein, mais pas avec l'AFI et pas avec les Ouais. macronistes. L'électeur centriste, il veut bien un compromis, mais pas avec le RN, hein, et puis pas non plus avec la gauche, parce que la gauche, c'est pas des gens responsables. Donc les électeurs veulent faire des compromis en général, mais ils ne veulent faire des compromis qu'avec des gens avec qui ils sont à peu près d'accord. Ça ne peut pas marcher. Que font les partis? Bah, ils veulent survivre et ils suivent leurs électorats. Et dans ce cadre-là, bah, vous avez des partis qui sont prisonniers de leur base électorale. Et si vous êtes un parti politique, on aime les juger, on aime dire oui, non, mais ils pourraient au moins se sacrifier pour l'intérêt général. Prenons ceux qui ont les clés aujourd'hui. Ceux qui ont les clés, c'est les socialistes. C'est eux qui peuvent rentrer dans une logique de non-censure sur les prochains gouvernements. Hmm. Si vous êtes un député socialiste, vous savez deux choses. Vous savez que la dernière fois, vous avez été élu sur une configuration d'union de la gauche. Que si elle n'existe plus, cette configuration, potentiellement, vous êtes sur un siège éjectable. Vous savez que la dernière fois, en cas de second tour entre le PS et le RN, pas le NFP, hein, le PS, il y a un électeur macroniste sur deux qui a voté pour vous. Donc si demain, vous prenez le risque de rompre avec tous les autres partis de gauche pour faire passer un budget qui est un budget macroniste, bah demain, potentiellement, vous êtes mort. Ah oui, Et tout vous à fait. Ouais. donnez les clés de la gauche à un opposant politique, à vous, qui est Jean-Luc Mélenchon. C'est Donc, ça l'enjeu. Ouais. c'est l'enjeu. Et si vous êtes un député, alors vous allez me dire c'est l'électoralisme, mais si jamais vous faites de la politique et que vous êtes socialiste, a priori, si vous êtes cohérent et pas uniquement opportuniste, votre vision de l'intérêt général demain, c'est que le parti qui est le vôtre arrive au pouvoir et applique son programme. Est-ce que pour faire passer un budget dans lequel vous ne croyez pas, vous pensez cohérent de tuer ce parti et de donner les clés de la gauche à un de vos opposants? C'est pas non plus cohérent. Donc, Mhm. vous voyez que c'est pas seulement du nombrilisme, des élus qui ne pensent qu'à leur pomme et à leur stratégie électorale. Derrière, il y a un vrai engagement, et il y a des vrais dilemmes stratégiques et éthiques qui se posent, qui font que ça grippe le système, aussi parce qu'entre guillemets, et on l'évoquait, les électeurs ne sont pas forcément cohérents avec eux-mêmes. Et pourtant, il y a quand même une double chose, c'est-à-dire que bon, le Cornu l'a reconnu lui-même, c'est-à-dire que euh, globalement, c'est vrai que le Parlement n'a jamais eu autant de pouvoir à l'Assemblée nationale, et en même temps, on se rend compte que finalement, la culture du compromis n'est pas forcément très française, contrairement, par exemple, aux Allemands, où globalement, on fonctionne aussi sur des logiques de coalition. Est-ce que les partis français sont dans leur matrice aussi fait pour rompre avec tout compromis systématiquement. Alors, c'est pas un problème de culture, c'est un problème de structure. Parce qu'en fait, quand on parle de culture politique, on a l'impression qu'on a un gène du bonapartisme, de l'absence de compromis. En fait, c'est pas vrai. Vous savez, sous la quatrième République, on disait aux gaullistes, non mais un président fort. Mais, enfin, on est la plus vieille démocratie parlementaire, on est le plus vieux régime parlementaire d'Europe. On a importé le régime britannique sur le continent. On fait des compromis depuis la Troisième République. Il n'y a jamais eu de Mhm. majorité dans ce pays avant 1962. Et donc, arrêtez de nous embêter avec votre président fort. On a essayé une fois sous le Second Empire, ça, sous la Deuxième République, ça a fini en empire. Donc, on leur disait, on n'a pas la culture du président fort. On a la culture du parlementarisme. C'est pas un problème de culture, c'est un problème de structure. Qu'est-ce qui fait que, quelle est la différence avec l'Allemagne? Je viens de décrire le comportement du socialiste de base face à la situation. Quelle est la différence avec son homologue SPD en Allemagne? Bah, vous avez un autre mode de scrutin. En Allemagne, vous avez une proportionnelle. Et ça change tout parce que vous n'êtes pas obligé de faire des alliances pré-premier tour avec une proportionnelle. Chacun part dans son couloir et vous faites des alliances après le second tour. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder si demain, bah, les insoumis et les écolos voudront bien faire un accord de coalition avec vous préalablement. Et donc, ce faisant, bah, vous n'avez pas cette pression-là. Par ailleurs, bah, en Allemagne, si jamais le SPD tend la main à la CDU-CSU, la gauche tend la main à la droite, bah derrière, peut-être que les électeurs SPD leur en voudront. Et il se passera quoi? Bah, ils tomberont peut-être de 20 à 15%. Vous perdez des plumes, peut-être, mais si vous perdez des plumes, eh bien, vous ne disparaissez pas. C'est pas tout ou rien. C'est pas soit je disparais, soit je gagne. Alors, à ce moment-là, le coût du compromis est bien moindre. Vous Mhm. pouvez vous permettre de dire, je mets tel et tel élément dans le budget et en échange, je prends un risque politique. Alors que pour un socialiste français, on pourrait parler des LR également, la même chose, si jamais vous rentrez dans la machine, pour quelques compromis, quelques miettes de compromis, vous prenez le risque de mourir. Et donc, vous voyez que c'est un problème de structure. Il y a un autre élément structurel qui sont les élections présidentielles. Les partis se sont structurés
sur l'idée que demain, eh bien, ils arriveraient au pouvoir avec un président et qu'ils auraient tous les pouvoirs grâce à ce président. Et donc à partir de là, rentrer dans une logique de compromis, c'est assumer le bilan du gouvernement précédent. Et ça, c'est pas très bon pour être élu. Et donc ce faisant, vous préférez incarner l'alternative et l'alternance en vous positionnant dans l'opposition. Cette logique-là, elle peut changer. C'est-à-dire qu'il faut y revenir, mais aujourd'hui, il est loin d'être évident que le même mode de scrutin, sans même parler de passer à la proportionnelle, donne des majorités absolues demain. Peut-être que la crise que l'on vit, elle ne va pas s'arrêter en 2027. Ouais, peut-être que c'est même en 2027, il n'y aura toujours pas de vraie majorité. Le mode de scrutin Ah ouais. majoritaire à deux tours, il ne donne des majorités que quand vous avez une bipolarisation de la vie politique. Hmm. C'est le mode de scrutin de la Troisième République. Il n'a jamais donné de majorité avant 1962. Or, aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'on avait au minimum une tripolarisation de la vie politique. Hmm. Si ça reste quelque chose de stable, cette tripolarisation, ça veut dire que demain, vous pouvez avoir, je sais pas moi, Édouard Philippe élu président de la République, qui se retrouve avec peu ou prou le même hémicycle, et moi, Édouard Philippe, nouveau Bonaparte, eh bien, je me retrouve avec, en fait, les pouvoirs de René Coty. Parce que ça aussi, c'est un lieu commun qu'il faut bien entendre. Celui qui détient le pouvoir sous la Ve République, c'est pas le président de la République. Oui, on a grandi avec des présidents tout-puissants, mais le président de la République, en droit, il a des pouvoirs d'exception. L'article 16, les pouvoirs d'exception, les pleins pouvoirs, l'article 12, la dissolution. Mais le président de la République, en fait, a, sur la marche générale des événements, assez peu de pouvoir. Prenez la Troisième République. Qui détient le pouvoir réglementaire sous la Troisième? Le président de la République. Sous la Cinquième, c'est le Premier ministre. Qui peut déposer des projets de loi sous la Troisième République? Le président de la République. Sous la Cinquième, c'est le Premier ministre. Le domaine réservé, vous savez, la diplomatie, la défense, ça n'existe pas. Hmm. C'est une invention de Jacques Chaban-Delmas au congrès de l'UNR en 1959. Vous avez des députés gaullistes qui gueulent parce que ils ne sont pas d'accord avec la politique algérienne du général de Gaulle. Chaban leur dit non, mais en fait, tout ça, de toute façon, c'est le domaine réservé du chef de l'État. Passé, il n'y a rien à voir. Qui détient les forces armées, qui dispose des forces armées sous la Troisième République? Le président de la République. Sous la Cinquième, c'est le Premier ministre. Le président de la République est puissant. En effet, on n'a pas vécu dans une sorte de bulle d'irrationalité pendant des années. Mais il est puissant parce qu'il détient une majorité. S'il ne détient pas de majorité, il est impuissant. Et si jamais il n'y a pas de majorité du tout, eh bien, c'est pas que le pouvoir passe au Premier ministre ou à l'Assemblée, c'est que le pouvoir s'évapore. Le pouvoir n'est plus nulle part. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le pouvoir, en fait, s'est évaporé, tout bêtement, parce que personne ne peut structurer derrière lui de majorité. Et c'est quoi du coup la réponse à tout ça? Parce que vous parliez des socialistes, vous parliez du coup du rôle du président de la République, mais est-ce que c'est du coup la démission du président de la République? Est-ce que c'est une bonne chose? Un peu remettre les compteurs à zéro pour ensuite rembrayer sur une nouvelle assemblée, un nouveau gouvernement et un nouveau président de la République? Aujourd'hui, si on prend les enquêtes d'opinion, il y a 3 blocs. Et ces 3 blocs ne vous permettent pas nécessairement d'avoir une majorité. En d'autres termes, les seuls qui ont une géographie électorale qui peut leur permettre d'espérer une majorité, mais c'est pas gagné, c'est le RN. Et donc le RN pourrait imaginer à ce stade-là, ce sera peut-être pas la même chose dans 5 ans, dans 10 ans, mais à ce stade-là, le RN est la seule formation politique qui peut espérer disposer d'une majorité. Donc si jamais vous faites demain une dissolution, c'est soit encore plus d'instabilité, soit un RN au pouvoir. Si demain vous avez une élection présidentielle, vous avez un président élu. Alors là, il y a un autre mythe qu'il faut absolument débunker et qui est très vivant dans l'esprit des politiques parce qu'ils ont tous grandi en voulant devenir Bonaparte, qui est les Français veulent donner une majorité au président de la République. Ça n'existe pas. Il faut arrêter avec cette idée. Il n'y a aucun scrutin où les Français se sont dit on va donner une majorité au président de la République. Admettons, reprenons Édouard Philippe, mais admettons qu'Édouard Philippe soit élu. Est-ce que vous voyez un électeur insoumis se dire ah bah ouais, j'ai voté quand même Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles, mais là, Édouard Philippe a été élu, je vais aller voter pour lui, et puis la retraite à 67 ans, finalement, il doit avoir raison, il faut lui permettre d'appliquer son programme. Est-ce que vous voyez l'électeur lepéniste, idem, faire pareil, dire ah bah on va aller voter Édouard Philippe? Cet électeur-là, il n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe après une élection présidentielle quand vous avez une élection législative? En fait, il n'y a aucun électeur qui change d'avis. On a un phénomène de mobilisation différentielle. Mmh. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe? Les électeurs qui ont perdu la présidentielle, ils sont groggy. Ils pensent qu'ils ont déjà perdu et donc ils ne se déplacent pas. Prenez Macron 2017, il est élu, et derrière on a des élections législatives. Lors de ces élections législatives, les macronistes raflent 60% des sièges. Mais en fait, quand vous prenez le premier tour de ces élections législatives, ils viennent d'où ces 60% des sièges? Il y a 30%, 32%
des électeurs qui votent pour des candidats LaREM-MoDem, majorité macroniste. Ces 30% d'électeurs qui vont voter, si vous le reportez au nombre d'inscrits, c'est-à-dire de gens qui pouvaient aller voter, on tombe à 17%. Autrement dit, la majorité de 2017, elle tient sur moins de 2 électeurs sur 10. Et donc, si vous avez une majorité à la suite d'une élection présidentielle, ça veut soit dire qu'elle est RN, parce qu'il y a une dynamique démographique qui leur permet d'avoir quelque chose qui peut incarner, je dirais, beaucoup plus largement et avoir environ 3 à 4 électeurs sur 10. D'accord. Ou bien, ça veut dire que vous avez une abstention massive, mais plus de 60% d'abstention, et que vous avez une majorité qui tient sur un électeur sur 10. Théoriquement, ça peut exister, mais imaginez, j'ai rien contre lui, hein, mais bon, il s'avère que c'est potentiellement celui qui, dans le bloc central, aujourd'hui, est le mieux placé. Mais admettons qu'Édouard Philippe soit élu, ils disent, moi, avec mes 1 électeur sur 10, je vais vous faire la retraite à 67 ans. Parlementairement, ça peut marcher. Pas le plus probable hein, qu'il les ait, c'est sa majorité absolue. Mais d'un point de vue parlementaire, ça peut marcher. Mais derrière, vous avez des gilets jaunes, des gilets écarlates. Et donc, vous troquez votre stabilité parlementaire contre une instabilité politique. Donc, l'idée qu'on arriverait à construire de la stabilité politique uniquement sur une minorité de l'électorat, c'est une idée, au vu de la crise de la démocratie et du manque d'adhésion, c'est une idée fondamentalement dangereuse. Donc, il va falloir apprendre à élargir. Et pour répondre rapidement à la question que vous posiez au départ, ça implique probablement de changer de mode de scrutin. Je reviens au sujet de la proportionnelle, parce que là, vous gouvernez avec 4 électeurs sur 10, et ça favorise ensuite les alliances, ça ouvre. Et deuxièmement, ça implique qu'en effet, à travers la proportionnelle, ça aide, mais on apprenne à faire des compromis. Autrement dit, que moi, électeur, j'arrête de penser que si je gagne les présidentielles, eh bien, c'est le programme du président qui va s'appliquer. Ça marche s'il a une majorité. Mais en période de tripolarisation de la vie politique, c'est tout sauf évident. Et donc derrière, les programmes présidentiels vont devoir être réduits à ce qu'ils devraient être au fond, c'est-à-dire des programmes qui ne sont pas des programmes législatifs et qui se contentent de ne porter que sur les pouvoirs du président. Bien sûr, mais en plus, du coup, toute cette crise politique aussi, elle obscurcit des prochaines échéances, c'est-à-dire les élections municipales. D'ailleurs, vous avez sorti du coup une étude sur le sujet avec l'Institut Terram, donc ces conseils municipaux renoués avec l'engagement citoyen. Et voilà, effectivement, on observe également, outre cette crise politique, une réticence de certains citoyens à s'engager dans la vie de leur commune. C'est quoi les principales conclusions que vous avez tirées de cette étude? Alors les principales conclusions, c'est qu'il y a une volonté d'engagement. Et cette volonté d'engagement, elle est particulièrement développée chez les jeunes. Mais il y a des vrais freins à l'engagement. Et ces freins à l'engagement, il y en a de 2 sortes. La première sorte, c'est l'engagement est peu valorisé. Ok, très bien, engagé, mais pourquoi en réalité je fais des sacrifices sur ma vie professionnelle, sur ma vie de famille? Il n'y a pas vraiment de bénéfices sur mes études, sur ma vie professionnelle, etc. Et c'est pas forcément bien vu par les collègues de travail, par la famille, etc. En gros, pourquoi est-ce que tu vas faire le beau conseil municipal alors que le boulot, il repose sur ma pomme? On voit qu'il y a des filières d'engagement. Quand on est dans le milieu associatif, quand on est engagé dans des associations cultuelles, sportives, culturelles, eh bien l'engagement va être plus valorisé. Donc il y a là-dessus des démarches qui sont des démarches extrêmement importantes pour arriver à motiver notamment les jeunes via ces filières d'engagement. L'autre aspect qui est également structurel, c'est un sentiment de à quoi bon? Ok, Ouais. très bien s'engager, pourquoi pas, mais pourquoi faire? Parce que, au fond, le conseil municipal a peu de pouvoir dans des communes qui elles-mêmes ont peu de pouvoir au sein de grandes intercommunalités et au niveau local, plus de taxes d'habitation, plus de capacité d'agir, etc. Et donc, dans ce cadre-là, le sentiment du à quoi bon, il est très très fort. Or, quand on regarde les jeunes, ils veulent pas nécessairement s'engager pour s'engager. Être sur la liste ou siéger au conseil municipal parce que je tiens à ma commune, c'est quelque chose qui peut exister, mais qui est plutôt minoritaire chez les jeunes. Ils veulent s'engager pour des causes, pour des questions, pour faire changer le réel. Et dans ce cadre-là, le cadre communal souvent apparaît comme étant un cadre un peu engoncé, un peu fragilisé, dans lequel le retour sur investissement de l'engagement risque d'être relativement faible. Donc il faut arriver à développer des éléments, statut de l'élu, etc., pour Ouais. donner le sentiment d'une valorisation de l'engagement. Puis ensuite, il faut poser la question d'une capacité d'action des communes qui aujourd'hui, entre l'interco, entre le grand brinque-boulement des compétences à l'échelon local, fait que les communes
ben, on a une marge de manœuvre de plus en plus grevée. Ah non, mais c'est sûr, mais en plus, c'est aussi assez paradoxal parce que quand on sait que 12% des conseillers municipaux ont moins de 40 ans, pourtant, votre étude montre effectivement que les jeunes ont plus envie de s'engager, c'est quand même assez grave, en tout cas assez problématique, parce que du coup, effectivement, dans les conseils municipaux et pour les élections municipales à venir, voilà, on va être sur des programmes qui vont être moins à destination des jeunes, dans un contexte où, par exemple, dans des petites villes, petites communes rurales, on sait par exemple que le chômage des jeunes est plus important que dans les grandes villes. Bref, en fait, il y a des questions aussi très ciblées sur la question des jeunes, voilà, qui pourraient être pris à bras le corps par des jeunes qui pourraient siéger dans un conseil municipal, quoi. Bien sûr, il ne faut pas croire là-dessus qu'il y a une forme de sectarisme de la vie politique locale avec surtout des maires et qui ne voudraient pas de jeunes. Au contraire, hein, pour faire la tournée des associations départementales de l'AMF, de la MRF, etc., ce que vous disent les maires, c'est on cherche à diversifier nos listes. D'accord. Nous, on n'arrive pas à trouver parce qu'on a des jeunes qui nous disent bah ouais, mais vous êtes gentil, mais moi j'ai une vie de famille, j'ai une vie estudiantine, j'ai une vie professionnelle, et pour moi, c'est beaucoup de temps passé et c'est pas rationnel de s'engager. Et là, il faut en effet trouver des voies. Et ces voies-là, elles peuvent être des voies d'évolution de la législation pour permettre à la jeunesse de plus s'y retrouver en termes d'engagement. Il faut également penser des projets au niveau locaux pour permettre, entre guillemets, pour avoir un débouché qui soit plus certain, pour qu'au fond, eh bien, les aspirations qui sont celles des jeunes, elles puissent concrètement être réalisées. Parce que ce que vous dites est très juste. Pourquoi les maires, ils cherchent des jeunes? Pas seulement parce qu'ils veulent une jolie liste dans laquelle il y aurait toute la diversité de la société, mais parce que si vous vous retrouvez dans votre conseil municipal uniquement avec des retraités, vous avez une vision des intérêts communaux qui est relativement limitée. Il y a des problématiques que vous ne voyez pas, que vous ne saisissez pas, des idées qui n'émergent pas. Et donc la diversité de votre conseil municipal, il est nécessaire pour que toute la population soit incluse et que toutes les facettes en fait de la vie politique locale puissent être traitées. Ce qui fait que évidemment, c'est fondamentalement important, même s'il ne faut pas se le cacher, difficile, notamment quand on parle de la jeunesse dans les communes rurales. Bon, on a fait un peu le tour de tous les types de mandats, d'élections. Moi, j'ai une dernière question à vous poser, c'est comment on débloque cette machine démocratique qui semble être assez encrassée en ce moment? Ah, la machine démocratique, il y a plusieurs éléments, si vous voulez. C'est-à-dire que, au fond, les problématiques locales et les problématiques nationales se retrouvent sur un point. Euh, la constitution de la Ve République, elle n'est pas parfaite. L'organisation de ce qu'on appelle la décentralisation est loin d'être parfaite. Néanmoins, les dysfonctionnements de la décentralisation, la Constitution de la Cinquième n'explique pas pourquoi aujourd'hui, de la Pologne aux États-Unis, du Portugal à la Finlande, il n'y a aucun État occidental qui ne va bien. En fait, il y a deux éléments qui aujourd'hui grèvent nos démocraties en Occident. D'un côté, vous avez un espace public qui est dysfonctionnel et vous y participez, c'est-à-dire qu'en informant, en donnant aux jeunes une information diversifiée et des vraies questions, eh bien, vous permettez de construire un espace public. Et cet espace public aujourd'hui est en grande partie fragilisé, malade, sectorialisé. Et ça, évidemment, la Révolution française, vous savez, c'est pas d'abord des institutions. Les institutions, elles sont dysfonctionnelles dès le moment où elles sont mises en place, en 1791, et elles marcheront jamais jusqu'à ce qu'un général prenne le pouvoir, en l'occurrence Bonaparte, qui n'est pas vraiment en place une grande démocratie. La Révolution française, c'est d'abord un espace public qui s'ouvre. Et cet espace public, aujourd'hui, s'il est dysfonctionnel, on ne construit plus du commun. L'autre aspect, qui est au moins tout aussi important, c'est que la politique, c'est quoi? La politique, en fait, c'est la capacité d'agir sur le réel. La crise de la représentation, souvent on la replie sur la crise de la représentativité. Alors on regarde l'Assemblée nationale, on se demande si, eh bien, vous avez des politiques qui ressemblent aux citoyens, à la fois aux différents courants de l'opinion, combien il y a de l'AFI, combien il y a de RN, combien il y a de Modem, etc. Vous regardez combien il y a de jeunes, combien il y a de femmes, etc. Tout ça, c'est important, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la représentativité. Et cette représentativité, il vaut mieux qu'elle soit la plus pure possible. Mais la représentation, c'est pas que ça. La représentation, c'est également comment est-ce que ceux qui vous ressemblent agissent sur le réel. Si je pense que le maire de ma commune, il peut rien faire, au fond, à quoi bon? Si jamais je pense que l'Assemblée nationale, le président de la République ne peuvent rien faire, au fond, à quoi bon? Si je pense que le politique ne peut plus agir, j'ai trois actions rationnelles. Soit je me replie sur mon petit moi, sur ma petite individualité, je m'abstiens parce que la politique, ça sert à rien. Soit je me replie sur ma petite communauté, et cette communauté, j'y construis du lien,
Et ensuite, je vais chercher les pouvoirs publics comme étant des tiers à qui je vais réclamer des choses, à qui eh bien, je vais demander d'arbitrer avec d'autres communautés, ça enfante le communautarisme. Soit je cherche quelqu'un qui va faire péter le système. Parce que ce qui empêche le politique d'agir sur le réel, c'est forcément le système. C'est quelque chose qui cherche à nous engoncer, à nous contrôler. Et là, je vais chercher un autocrate, je vais chercher un type avec une mèche et un teint orange, et qui va envoyer un grand coup de pied dans la fourmilière et qui va me dire, moi je te ressemble peut-être pas, mais moi au moins, j'agis efficacement, j'agis en ton nom, et avec moi les choses bougent. Ça donne le populisme, ça donne l'autoritarisme. Et donc le mal de notre démocratie, il est là. On peut améliorer la cinquième. Moi, j'ai pas de tabou. On peut passer la sixième même. Ni totem, ni tabou là-dessus. On peut modifier le rapport de pouvoir au niveau local. Mais tant qu'on ne règle pas ça, encore une fois, c'est pas franco-français, en fait, la meilleure constitution du monde ne nous sortira pas de la crise démocratique. Et donc, en la matière, on a encore du pain sur la planche. Merci Benjamin Morel. Merci à vous.